Bonjour, je m'appelle Alexia Joubert et en 2001, je produisais une émission qui s'appelait Love Story et on va vous raconter la folle histoire du loft dans le loft et qui est racontée aussi dans une série qui s'appelle Culte. Alors, j'ai jamais dit c'est débile ou c'est génial, tout simplement parce que j'ai tout de suite trouvé ça génial. C'est débile ou c'est génial? Je suis arrivée comme ça, j'ai lu un petit encart dans un journal qui parlait d'un mec qui s'appelait John DeMol, qui allait lancer un programme où il enfermait des gens pour les observer, etc. Et je me suis dit, mais c'est dingue, c'est tellement révolutionnaire, c'est tellement nouveau. J'ai tout de suite trouvé ça très intelligent. Moi, je comprends. Aujourd'hui, tout le monde a notre gamme, tout le monde veut montrer l'intérieur de sa chambre, c'est logique. TF1 et M6 se sont mis d'accord pour ne jamais produire un programme de télé-réalité en France. Sauf que TF1 va signer ce qui va devenir Koh-Lanta. Et M6 va considérer qu'ils ont rompu cet accord de la mano à la mano. Et donc, va signer Love Story. Alors, comment est née l'histoire Love Story? Déjà, ça a commencé par, on va dire, le père de Love Story, Big Brother, qui a été lancé en Hollande. Et il s'avère que John DeMol, qui était patron d'Endemol, a pris des participations dans la société pour laquelle je travaillais. Et quand j'ai su qu'il était en train, comme ça, de nous racheter, je suis allée voir mes patrons, Stéphane Courby et Arthur, et je leur ai dit, si Big Brother arrive en France, j'aimerais le faire. J'étais un outsider, c'est-à-dire personne ne voulait de moi, ils me trouvaient trop jeune, trop inexpérimenté, mais il s'avère qu'ils ont demandé à plein de gens, et plein de gens, soit parce qu'ils pouvaient pas, soit parce qu'ils voulaient pas, parce que c'était un peu sulfureux. Ils ont refusé, puis à un moment, j'étais là, on était en div dans 2 mois et demi, il fallait me prendre, quoi. Et c'est comme ça que je suis arrivée sur le projet. On a besoin d'une pointure. Je suis peut-être pas une pointure, mais je suis une machine de guerre. Casting. Le fait qu'on soit passé de Big Brother, qui était un peu sombre, un peu outre-Rhin, un peu expérimental, avec des gens de différentes classes d'âge, et qu'on soit arrivé à un programme un peu de dating, pop, avec plein de jeunes, gays, sympathiques, ça c'est vraiment un travail d'équipe. Les auteurs me le donnent à moi dans la série, mais la réalité, c'est que c'est pas aussi simple. On change le concept en émission de dating. Les candidats seront là pour trouver l'amour. On a installé le loft sur un parking. Et je me rappellerai toujours, j'étais au milieu du parking et je me disais, putain, dans 2 mois et demi, il faut qu'on soit en diff. Enfin, je pense que ça a été à la fois l'Everest et à la fois, j'ai même pas eu le temps de regarder en haut et de me dire, putain, c'est un 8000 mètres que je dois franchir. J'ai constitué très très vite mon équipe. Il me fallait un dire de prod. Et alors, c'est génial, j'ai appelé un mec qui s'appelle Lionel Viananex. Il a fait la Coupe du Monde de foot, il doit bien savoir faire un loft. Donc, il m'a rejoint. Après, je suis allée chercher Angela Lorente, qui venait de chez Mireille Dumas. Et donc, tous ensemble, on a remonté les manches et puis on y est allé, quoi. Moi, je dis toujours qu'un bon casting est fait de la diversité des gens qui font le casting. Et l'avantage, c'est que moi, j'étais plutôt profil bourgeoise, bien élevée, etc. Et il y avait Angela qui était plutôt almodovarienne, espagnole, haut en couleur. Et je pense que c'est la jonction de ces 2 types de personnalités, accompagnés aussi des gens d'M6, qui a fait qu'on a fait un casting très diversifié. Ah non, Benjamin, en fin de compte, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit non, parce que quand même, c'était un programme qui sentait le soufre. Et Benjamin, il était chroniqueur dans une émission qui s'appelait Saga, sur TF1. Et on l'a appelé, et dans l'enthousiasme de Benjamin, qui est quelqu'un qui est fonceur, c'est un joueur, c'est un gamer, donc il n'a pas peur de tenter. Il a dit tout de suite OK. Alors peut-être qu'il avait moins à perdre que d'autres aussi. Mais ceci n'empêche qu'il y est allé tout de suite. Et donc, il nous a dit tout de suite oui. Et puis, c'est comme ça que... Mais quand je vous dis que c'est une histoire d'outsider, c'est vraiment une histoire d'outsider. Je me rappellerai à vie du moment du lancement, déjà parce que c'était à la Plaine Saint-Denis et on attendait du public qui n'est jamais venu. Donc, la fameuse scène où t'as tous les lofters qui sortent, j'ai demandé aux équipes de courir, et ça se voit dans Culte. Dans Culte, c'est l'équipe de prod qui fait des pancartes, etc. C'est ce que tu vas faire, tu vas prendre toute la régie, le HMC, des draps, des pinceaux, des manches à balai, tu me fais vivre le truc. Balai. Et ce qui est dingue, c'est quand on pense au phénomène qu'après, à la fin, Loana remonte les champs, on se dit, on démarrait quand même très très bas. Donc, évidemment, je me rappelle de ça, je me rappelle de Stéphane Courby qui tondait la pelouse, genre à 20 minutes de l'antenne. Il y avait une forme d'effervescence parce que c'était nouveau, on savait pas où on allait, enfin, c'était vraiment très particulier. À l'époque, je me rappelle, on était une toute petite équipe et on gérait tout, c'est-à-dire on gérait la presse, les photos, les candidats, la construction du loft, les équipes techniques, le canal, 24/24, la livraison de l'émission. Et un jour, avec Angela, on n'a pas réussi à livrer l'émission. Et donc, on est parti en direct sur M6. Et c'est l'un des plus gros records de l'émission. Ah bah, j'en ai pas presque sur place, je dormais sur place. On avait aménagé un local où on rangeait les cassettes et j'avais juste la place d'avoir un petit lit, une place. Et donc, j'avais pas de fenêtre et je sortais donc directement dans le couloir. Donc, j'ai dormi là et le directeur de prod, c'était pareil. Je pense que c'était un produit qui était tellement nouveau qu'il avait du mal à être référencé. Et puis, il y a eu cette fameuse scène de la piscine qui a fait exploser l'audience. Et puis après, ça a été un phénomène. Non mais c'est pas possible. Ils sont pas en train de... Si.
falloir changer l'eau de la piscine. Mais il faut se remettre dans ces années-là où le mot même Internet était assez nouveau. Et c'est vrai que le temps que je comprenne qu'il y a une scène qui est en train de se passer, qu'elle passe dans des tuyaux, qui vont chez les gens en direct, probablement par un problème neuronal que j'avais chez moi, j'ai mis un peu de temps. L'histoire veut que probablement que c'est ce temps de réaction qui a créé le fameux buzz qui a fait que d'un seul coup on a pété les audiences. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on raconte dans la série, c'est comment d'un seul coup l'establishment, les institutions qui gèrent la télévision sont en panique parce que d'un seul coup c'est des jeunes qui prennent possession de la télévision et cette télévision elle échappe à ces sortes de vieux monsieur et vieilles dames qui géraient la télévision. Et d'un seul coup ils se disent ah non mais il faut mettre des règles etc. Donc ils commencent à nous dire il faut faire un time delay, c'est-à-dire entre le moment où vous tournez et le moment où vous diffusez, il faut un petit temps. Après, ils créent la salle CSA. Ce qu'on a voulu montrer en fin de compte, c'est l'histoire d'Outsider. C'est-à-dire une jeune femme qui aurait peut-être dû terminer gogo danseuse et qui va terminer une icône de la télé-réalité. Des jeunes producteurs qui d'un seul coup vont renverser les anciens producteurs et amener un genre de télévisuel. L'histoire d'M6, qui était un challenger qui d'un seul coup va damer le pion à TF1 et passer devant TF1. Et l'histoire, d'une certaine façon, d'un public jeune qui s'empare de la télévision de papa et de maman. Donc c'est ça qu'on raconte dans cette série. Alors, on s'attendait pas du tout à ce que ça crée un tel phénomène de société, parce que Big Brother, en l'occurrence en Hollande, ou Big Brother aux États-Unis, qui s'était lancé entre-temps, avait évidemment déclenché des très grosses audiences, mais pas comme ça des réactions épidermiques de la presse ou une reprise même dans le discours politique. Et les publicitaires hésitent à s'associer à un concept qualifié de télépoubelle. Mais les téléspectateurs n'ont que faire des préjugés et l'audience explose, plus 30% environ en moyenne. Ce que je dis souvent, c'est qu'on est sorti à cette époque-là des pages, on va dire, de critiques télé pour aller à des pages de journalistes d'investigation politique et financière. Et donc c'est pour montrer que ce truc-là était tellement puissant qu'en fin de compte, il nous avait changé de service. Et donc c'est comme ça qu'on a été cambriolés, on proposait de l'argent aux journalistes de la rédac pour balancer des infos, on était insultés, j'ai dû mettre en place des schémas de protection pour par exemple Benjamin Castaldi, enfin voilà, ça a été un truc très très gros. Il y avait un psychologue, mais depuis le début, qui en l'occurrence a rencontré tous les candidats qui sont rentrés dans le loft, et après qui les a suivis au day-to-day, enfin jour à jour, et qui était très en contact avec eux, et c'est l'une des seules fois, je crois d'ailleurs dans un programme de télé-réalité, où même il s'exprimait sur le prime. C'est-à-dire, il donnait des sortes de manière pour décoder un petit peu les attitudes des candidats. Alors franchement, j'ai aucun regret pour Loana parce que ça n'est pas lié au loft, et d'ailleurs elle le dit elle-même. Elle dit que l'endroit où elle a été le plus heureuse, c'était le loft, probablement parce qu'elle se sentait protégée. C'était un cocon, là où elle a été extrêmement maltraitée dans son enfance. Ouais, mais j'ai pas envie de sortir. Je suis bien ici. Il y a forcément des gens que tu as envie de retrouver, non? Non, je crois pas. Et non, ce que je dis, c'est que ce qui est fantastique dans Culte, c'est que ça donne à voir un autre visage de Loana, celle d'une femme forte qui prend des décisions, qui n'est pas victime, qui est intelligente. Et je suis très fière de participer à apporter aussi cette image à la connaissance du public. Je pense qu'on a tous été dépassés, c'est-à-dire que nous, c'était notre première fois. Pour les candidats, c'était leur première fois. Ils étaient dans une forme à la fois d'innocence et de jubilation. C'est-à-dire qu'ils jubilaient de la notoriété d'un seul coup qu'ils avaient, de tout ce qu'en fait. Loana, elle a quand même monté les marches, elle a fait plus de couverture que Catherine Deneuve, enfin, on parle de ça. Hein. Je pense qu'on était tous pris dans une forme d'euphorie, ce qui fait que probablement que le protocole maintenant est bien plus suivi et bien mieux mis en place qu'à l'époque. C'est une télé-réalité qui change beaucoup de celle qu'on voit maintenant. C'est une télé-réalité qui était très peu produite. Par exemple, au confessionnal, on avait le droit juste de poser 2 questions. Comment vas-tu aujourd'hui? Comment ça se passe? C'est tout. Bonsoir Loana, comment te sens-tu? Donc il y avait vraiment très peu d'interactions. Il y avait quelques jeux, mais très peu. Il y avait les fameuses fêtes, etc. Et je pense que, moi, c'est ce que j'aimais dans cette forme de télé-réalité. C'est-à-dire que de l'ennui crée de la conversation. Et on a vu comme ça toute cette génération de jeunes femmes et de jeunes hommes qui venaient d'univers extrêmement différents, socioculturellement, qui d'un seul coup ont commencé à se parler. Et il y a une scène comme ça incroyablement touchante où Loana dit « Mais moi, j'ai rien à vous dire. Moi, j'ai pas voyagé, j'ai pas fait d'études. » J'ai pas fait 1/10 de ce que vous avez fait quasiment tous. En école, qu'est-ce que je te parle de fac? Quand vous en parlez, j'ai pas connu, j'ai arrêté en seconde pour pouvoir aller travailler. Je travaille dans une boîte de nuit. Des voyages, j'en ai pas fait. Je vis dans un 20 mètres carrés avec ma mère. Tu crois que j'ai envie de m'en vanter? Et je trouvais que c'était tellement émouvant, cette scène. Voilà.
Ça a changé même la manière dont on filme, la manière dont on fait des interviews. Ça a mis au cœur de la télévision quand même la télé-réalité. Alors la télé-réalité, c'est pas uniquement la télé-réalité d'enfermement. Il peut y avoir une télé-réalité d'aventure, il peut y avoir une télé-réalité de cuisine, un talent show. Voilà, sous toutes ces formes, c'est très pluriforme. Et puis ça a mis aussi en avant toute une génération de jeunes femmes et de jeunes hommes qui maintenant sont extrêmement connus sur les réseaux sociaux et tout ça. Moi, j'adorerais que le Loft revienne et je pense, peut-être que les candidats, ça sera pas leur première fois, mais si on ne produit pas trop, ce qu'ils vivront, ça sera une première pour eux. Et donc oui, je pense. J'ai aucune info. Colmini